Salut les mélomanes et bienvenue dans ce troisième numéro de Versus. Et aujourd'hui on a du lourd de prévu. Enfin je dis pas ça par rapport au fait qu'ils soient tous les deux un peu costauds. Bref, aujourd'hui c'est Bach versus Handel. Alors, quand on s'intéresse un minimum à la musique baroque, il y a deux noms qui reviennent souvent, c'est Bach et Handel. Et quand on traîne un peu sur les internets, on peut voir des trucs comme Vas-y, Bach, c'est le boss du baroque game, quoi. Handel, il pèse de ouf, en plus il a écrit la musique de la Ligue des Champions et tout. Donc voilà, on peut voir que visiblement ces deux compositeurs suscitent de nombreux débats intéressants. Mais avant de voir leurs différences, on va d'abord voir qu'ils ont finalement beaucoup en commun. Alors, ils sont nés la même année, ils ont la même nationalité, et si vous vous rappelez de mon 4ème épisode d'Intermezzo, vous savez qu'ils ont partagé le même assassin, le même médecin, John Taylor. Donc tout ça c'est sympa, mais en vrai, est-ce qu'ils se sont connus? Alors oui, et surtout non en fait. Ils se connaissaient très bien, ils savaient qui était l'autre, mais ils ne se sont jamais rencontrés. Donc la relation, il n'y en a pas vraiment eu. Bon déjà parce que géographiquement, Bach a toujours vécu en Allemagne, alors qu'Handel a vécu principalement en Angleterre toute sa vie. Donc déjà, ça limite un peu. Mais il y a bien eu une approche qui a été faite, puisque Bach a essayé de venir voir Handel quand celui-ci était de passage en Allemagne en 1719. Sauf qu'au moment où Bach arrive dans la ville où Handel séjournait justement, eh bien ce con-là était déjà parti la veille. Et puis pas moyen de savoir ce qu'ils pensaient l'un de l'autre, finalement. Mais voyons voir si leur musique parle pour eux. Jean-Michel Transition. Comme d'habitude, j'ai pris 3 points essentiels qui sont au cœur de leur musique. Mais on va voir que chacun a une façon bien particulière de les traiter. Le contrepoint, ou l'art de combiner plusieurs éléments mélodiques ensemble, était la forme d'écriture la plus répandue dans notre bonne vieille musique occidentale, et ça, bien avant Bach et Handel. Sauf que Bach et Handel, quand ils arrivent dans le game, c'est pas pour faire figuration, tu vois, hein. Ils te prennent le contrepoint, et ils te l'amènent au rang de perfection absolue. Même si, on va le voir, c'est plutôt Bach qui laissera le plus gros héritage dans ce domaine. Alors ça veut pas dire qu'Handel était une grosse merde non plus, hein. La preuve avec une fugue incroyable, extraite de sa 4ème suite en mi mineur, pour clavecin. Chez Bach, le contrepoint c'est la base de sa musique. Car toute la difficulté du contrepoint c'est de faire aussi bien attention à l'écriture verticale, c'est-à-dire le placement des notes selon leur hauteur, donc l'harmonie, qu'à l'écriture horizontale, le placement des notes dans le temps, donc le rythme. Et Bach a tellement écrit de fugues, je vous jure c'est limite impossible de toutes les compter. Bref, je vous conseille d'en écouter une quand même, hein. Non pas pour clavecin comme on vient de voir, mais pour 2 violons. On s'écoute le premier mouvement du double concerto pour violon, que vous connaissez certainement je pense. Chez Bach, on pourrait penser, au vu de tout le contrepoint que contient sa musique, que l'aspect mélodique est inexistant. Eh bien c'est faux. Totalement faux, pas du tout ça. Non, j'ai envie de te dire menteur. Menteur. On a souvent sous-estimé Bach pour ça, et moi personnellement j'en ai marre qu'on le réduise seulement à sa rigueur, à sa lourdeur dans l'écriture. Bach, je vous le dis, était un boss, aussi en matière de mélodie. J'en veux pour preuve l'air de la 3ème suite pour orchestre que je vous propose d'écouter. Alors oui, c'est overconnu. Oui, vous avez entendu ça 1 milliard de fois. Mais osez me dire que la mélodie n'est pas sublime.
La mélodie chez Handel peut être divisée en deux aspects qu'il est, je pense, important de dissocier. D'un côté nous avons l'aspect rythmique, et de l'autre l'aspect purement mélodique. Alors dans certaines pièces d'Handel, le rythme devient l'élément le plus important. Et s'il est vraiment très caractéristique et très marqué, le rythme devient le thème. Alors si c'est pas assez clair pour vous, je vous retrouve à mon piano pour vous expliquer tout ça avec sa célèbre sarabande. On n'a à proprement parler aucune ligne mélodique en fait, mais une progression d'accords basée sur un seul rythme. Que l'on retienne le thème est principalement dû à son aspect rythmique. C'est pour ça que je vous disais tout à l'heure que le rythme finalement devient le thème. Et bien sûr l'autre aspect important de la mélodie c'est le sens de la phrase musicale finalement. Faut dire qu'Handel a été formé à la bonne école puisqu'il a étudié l'art lyrique en Italie quand il était jeune. Donc autant te dire que là niveau formation y a pas mieux. C'est d'ailleurs ça qui fait la force de sa musique au final, sa diversité. Tandis que pour caricaturer un peu, Bach est resté dans son style du début à la fin finalement. D'ailleurs ça s'explique par le fait qu'Handel a énormément voyagé du coup, et qu'il s'est nourri de beaucoup d'influences différentes. Alors que Bach, comme on a vu, lui il est resté en Allemagne finalement toute sa vie. Bref, tout ça pour dire qu'Handel, avec ses influences très riches, a su écrire de magnifiques mélodies, et notamment pour voix. Comme le très célèbre Ombra mai fu, issu de son opéra Xerxes. Le voyage en Italie qu'a fait Handel étant jeune l'a beaucoup marqué, puisqu'il est reparti avec une véritable passion pour l'art lyrique et surtout l'opéra seria. Alors si tu me dis qu'un opéra seria c'est un opéra mais en sérieux, eh bien t'as pas totalement tort. En ça s'oppose à l'opéra buffa, qui lui est porté principalement sur le registre comique pour le coup. L'opéra seria, lui, il est plutôt basé sur des sujets mythologiques par exemple. Et Handel aimait tellement le genre qu'il l'a importé en Allemagne et surtout en Angleterre, où il en a écrit pas moins de 42, et le tout en 35 ans. Donc ça va, il a pas trop chômé le mec. Et la grande force d'Handel est d'avoir écrit vraiment du sur-mesure pour toutes les voix. Je vais vous faire découvrir un aria d'Handel pour soprano absolument magnifique, et chanté par la tout aussi magnifique Nathalie Dessay. Alors si ça c'est pas le bonheur, moi je m'y connais plus. A l'inverse, Bach c'était pas un très grand fan de l'opéra. On peut dire qu'il en a même jamais écrit, tout simplement. Donc si on doit aborder l'art vocal chez Bach, il faut aller plutôt voir du côté de sa musique religieuse. Car bien qu'Handel ait beaucoup composé d'oratorios, le plus gros de sa production vocale était du côté de la musique profane, avec surtout les opéras. Or Bach, en bon luthérien convaincu, a énormément composé de pièces sacrées comme des cantates, des chorales, des messes, des magnificats, des oratorios, etc., etc. Vous allez voir qu'au niveau écriture pour voix, Bach, mine de rien, il savait y faire aussi, pas besoin d'aller en Italie le mec. Donc on s'écoute un petit extrait de sa messe en si mineur avec le magnifique Agnus Dei.
Voilà, cette vidéo est désormais terminée, alors vous êtes plutôt back ou vous êtes plutôt handle? N'hésitez pas à me dire vers lequel votre cœur penche dans les commentaires et surtout pourquoi vous préférez l'un plutôt que l'autre. Moi ça m'intéresse de savoir. Pense à liker si t'as aimé, pense à partager la vidéo sur les réseaux sociaux si t'as des amis fans de back et d'handle, on sait jamais, hein. Et puis si tu ne veux pas louper ce que je fais, pense à t'abonner. Sur ce, portez-vous bien mes petits mélomanes, à la prochaine, ciao.